Quand on le fait de manière un peu plus écologique, on a l'habitude de dire dans notre métier, c'est-à-dire en fatiguant les gens avec des activités qui pourraient ressembler de près ou de loin à la vie quotidienne. Alors on a pu montrer chez des personnes qui avaient terminé un traitement pour le cancer mais qui étaient encore fatiguées versus d'autres personnes qui avaient terminé leur traitement mais qui n'étaient plus fatiguées. Et même chose avec des personnes qui souffrent de sclérose en plaques fatiguées versus non fatiguées ou moins fatiguées. On avait pu montrer effectivement que le meilleur moyen de lutter bien sûr contre le déclin lié au vieillissement mais aussi contre la fatigue chronique, c'est de bouger et de bouger beaucoup et de bouger si possible de manière intelligente, c'est-à-dire ne pas en faire non plus trop vite, etc. Il y a des principes à respecter, il y a des qualités physiques, des types d'entraînement qui sont plus privilégiés à certains âges de la vie par exemple. Bienvenue pour cet épisode de Corps et Conscience. Je suis aujourd'hui avec Guillaume Millet, chercheur à l'Université de Saint-Étienne, écrivain qui a publié de très nombreux livres, de très nombreuses recherches, qui a participé à la publication de nombreux travaux. Ces travaux comptabilisent plus de 10 700 citations aujourd'hui et ont façonné notre compréhension contemporaine de la fatigue, de l'endurance, et il a pratiqué de son côté à titre personnel de l'ultra-trail, du ski de fond à haut niveau, différents sports. Et aujourd'hui, Guillaume est là pour nous partager ses conseils sur la fatigue, mais aussi sur la longévité. Bienvenue Guillaume, est-ce que vous êtes prêt à nous partager vos meilleurs conseils? Oui, merci pour l'invitation. Au niveau de vos recherches, qu'est-ce qui vous a attiré vers l'endurance et qu'est-ce qui vous a mené à vous intéresser à la fatigue neuromusculaire et l'endurance? Bon, c'est un mélange, je pense, d'intérêt personnel effectivement pour les sports d'endurance, parce qu'en effet, depuis que je suis tout petit, c'est un mélange entre un intérêt personnel pour les sports d'endurance depuis que je suis tout petit. Moi, je suis né dans le Haut-Jura, j'ai fait du ski de fond depuis j'ai su skier presque avant de savoir marcher, et j'ai commencé mes premières compétitions avant 10 ans. Et voilà, donc j'ai fait des sports d'endurance depuis avec un dossard pendant peut-être 30 ans. Et puis c'est un mélange également de rencontres, c'est-à-dire que la fatigue neuromusculaire, les sports d'endurance, je me suis intéressé par ma pratique. La fatigue neuromusculaire, c'était un peu le hasard de mon premier poste d'enseignant-chercheur qui était à l'université de Bourgogne, à Dijon. Et là, j'ai rencontré notamment un collègue que je peux citer, que je salue d'ailleurs, Alain Martin, qui travaillait lui sur la fonction neuromusculaire avec des outils du coup que j'ai appris, j'ai découvert à ses côtés. Et ça m'a donné l'idée d'appliquer ces outils à la fatigue neuromusculaire et notamment dans la discipline d'ultra-endurance. Donc à l'époque, c'était quand même très original. Maintenant, ça l'est un petit peu moins, mais voilà, on a fait figure un peu de pionnier là-dedans. Et puis du coup, comme ça plaisait, et puis moi, je m'éclatais surtout. J'ai toujours été guidé par le plaisir, que ce soit dans le sport ou dans la vie pro. Et du coup, j'ai continué. Et après, il y a eu une orientation un petit peu plus sur le clinique, c'est peut-être un peu moins de ça dont on va parler, encore que si on parle de vieillissement, on n'est pas très loin du clinique, même si les personnes âgées ne sont pas des patients, mais voilà, donc j'ai après basculé progressivement tout en essayant de mêler la performance, en tout cas la fatigue dans le domaine sportif et la fatigue des patients. Et comment est-ce que ces recherches et ce travail-là vous a aidé à pratiquer votre sport? Enfin, est-ce que ça vous a aidé et comment? Alors, ça m'a aidé dans le sens où mon métier m'impose, si je puis dire, même si je le fais avec plaisir, à lire de la littérature scientifique, et puis pas que scientifique d'ailleurs, un peu technique. Et du coup, ça m'a un petit peu incité peut-être à en faire plus que je ne l'aurais fait si j'avais été maraîcher ou maçon. Mais je peux pas dire que ça a eu une importance décisive en fait sur ma pratique. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt ma pratique qui a orienté parfois, en ressentant certaines choses, des travaux scientifiques et en particulier des concepts, si je puis dire, comme le modèle de la chasse d'eau et choses comme ça. Je pense que si j'avais pas été coureur, j'aurais pas fait ça. Et je pense que c'est vraiment une richesse et c'est pas un hasard s'il y a beaucoup de physiologistes de l'exercice ou biomécaniciens, etc., qui sont sportifs eux-mêmes, souvent à bon niveau, et qui sont surtout dans les sports d'endurance, bizarrement. Ça, j'ai remarqué ça, que j'avais beaucoup de collègues qui, quand on va sur les congrès, là, qui vont courir et qui font du vélo, notamment. Et voilà, je pense que c'est pas un hasard. Génial. Bah, effectivement, pour être meilleur chercheur, c'est intéressant d'être sportif quand on travaille sur la physiologie de l'effort. Forcément, ça aide. C'est pas Aujourd'hui, indispensable, mais je pense que oui. ça aide vraiment. Ah bah, complètement. Aujourd'hui, vous vous intéressez particulièrement au vieillissement et aux maladies neuromusculaires. Alors, pourquoi ce pivot dernièrement en quoi est-ce que c'est important de s'intéresser à ces points-là pour mieux comprendre la longévité? Alors,
je suis pas un expert de la longévité. Je m'y mets effectivement depuis quelques années. On a eu plusieurs tests, plusieurs études au laboratoire. Il y a des labos qui sont vraiment spécialisés sur le vieillissement. C'est pas notre cas. Nous, on fait du vieillissement comme on fait d'autres maladies cliniques. Effectivement, les maladies neuromusculaires en font partie de ces pathologies que l'on étudie, mais on a plusieurs autres pathologies au labo, en particulier des personnes qui souffrent de sclérose en plaques, qui sont passées en réanimation et qui restent fatiguées. Nous, on travaille vraiment sur, alors il y a en tout cas le groupe d'étudiants et de collègues qui bossent avec nous sur la fatigue chronique des patients. Et donc les personnes âgées peuvent aussi effectivement souffrir à un âge avancé de fatigue. Et puis effectivement, en parallèle, on essaye de travailler sur le déclin des maladies, de la fonction neuromusculaire, pas seulement la fatigue neuromusculaire. Et voilà, et donc essayer de faire des liens entre effectivement ces altérations physiques, physiologiques avec la qualité de vie, la fatigue perçue tous les jours. Et ça, c'est pas seulement vrai, encore une fois, pour les personnes âgées, c'est vrai pour l'ensemble des personnes, on va dire, fragiles. Non, les personnes âgées, j'ai déjà dit, ne sont pas malades, mais en tout cas, elles sont fragiles comme peuvent l'être les patients. Et l'activité physique, effectivement, on pourrait se demander pourquoi un spécialiste d'activité physique s'intéresse à la fatigue chronique et au vieillissement, parce qu'on sait maintenant très bien que le meilleur moyen, je n'irai pas jusqu'à dire le seul, mais en tout cas le meilleur, ça j'en suis convaincu, moyen de lutter bien sûr contre le déclin lié au vieillissement, mais aussi contre la fatigue chronique, c'est de bouger et de bouger beaucoup et de bouger si possible de manière intelligente, c'est-à-dire ne pas en faire non plus trop vite, etc. Il y a des principes à respecter, il y a des qualités physiques, des types d'entraînement qui sont plus privilégiés à certains âges de la vie, par exemple. Et voilà, notre métier, c'est ça. On le sait maintenant depuis très longtemps qu'il faut bouger, mais il y a encore beaucoup à faire dans les recommandations plus spécifiques aux différentes populations. Donc, en vieillissant ou dans les cas de fatigue chronique, on observe une détérioration de la fonction neuromusculaire et des capacités du corps. Qu'est-ce qui se passe concrètement et comment ça se fait qu'on retrouve ces points communs chez une personne qui vieillit et une personne qui est atteinte de fatigue chronique? Alors, c'est pas la même chose quand même. Bien sûr qu'il y a des différences, mais un des points communs, c'est que dans les deux cas, que ce soit l'âge ou le fait qu'on se sente très fatigué, on va en faire moins. Et donc on rentre dans une espèce de cercle vicieux où on va se sentir fatigué, donc on va profiter un petit peu plus de son canapé, si je puis dire. J'ai rien contre les canapés, mais enfin il faut pas en abuser. Et quand on en abuse, on va rentrer dans un état de sédentarité avancée. Du coup, on va se déconditionner. Tout va être plus difficile, toutes les activités physiques et même mentales, je pense, vont être plus difficiles. Du coup, ça va renforcer ce sentiment de fatigue. C'est ce qu'on appelle le cercle vicieux de la fatigue. Et ça, c'est effectivement commun, je pense, aux personnes âgées, typiquement des gens qui sont actifs. Et puis, le jour où elles passent en retraite, voilà, elles profitent, elles souffrent. Mais elles souffrent tellement longtemps que du coup, elles n'arrivent plus à bouger. Donc, voilà. Et les personnes qui sont fatiguées chroniques, évidemment, la dernière chose qu'elles ont envie de faire, c'est de bouger. Et pourtant, dans les deux cas, on peut pas se permettre de pas bouger. On peut pas se permettre de pas bouger à n'importe quel âge de la vie, en fait. Que ce soit les tout petits jusqu'aux personnes d'un âge très avancé, il faut bouger si on veut être en bonne santé. Et la bonne nouvelle, par contre, c'est qu'on peut bouger même si on est très fatigué, même si on est très âgé et qu'on n'a pas été actif. Il est toujours possible de bouger, de faire certaines choses. Il y a quelques exceptions, mais elles sont vraiment très rares. Et évidemment, par contre, il faut bouger de manière intelligente et donc faire de l'activité physique adaptée et pour pas évidemment renforcer ce sentiment de feeling de fatigue par exemple, ou pas accélérer le vieillissement parce qu'on en fait trop et qu'on induit des dommages musculaires ou des blessures musculaires qui font qu'on va s'arrêter. Et donc là, c'est évidemment la dernière des choses que l'on souhaite parce qu'on s'en récupère beaucoup plus difficilement quand on est âgé. Mais si on le fait de manière adaptée, de manière progressive,
Ouais, il n'y a quasiment pas de contre-indication. Il y a éventuellement ce qu'on appelle les malaises post-effort chez les gens qui souffrent de syndrome de fatigue chronique, mais c'est une maladie qui existe, qui est bien documentée. Alors nous, on ne travaille pas sur cette pathologie paradoxalement particulière parce que justement l'activité physique peut renforcer la fatigue, mais c'est pas ça. Voilà, ça représente vraiment quelques pourcents pour les 98 autres pourcents. Bouger est le remède dans bien des cas. En tout cas, un des remèdes. Bouger, se lever, ne pas être sédentaire, ça revient souvent dans le podcast Corps et Conscience. On avait eu un épisode avec Alexandre Dana qui a publié La chaise tue, et c'est quelque chose qui revient encore et encore. Il faut bouger, c'est essentiel. Et merci de le rappeler. Qu'est-ce que vos recherches vous ont permis de comprendre sur le lien entre ce déclin, le point vraiment neuromusculaire et la fatigue? C'est quoi les liens? Qu'est-ce qui se passe et comment ça se fait que le fait d'être sédentaire engendre cette fatigue-là et ne permette pas au corps de durer, de bien fonctionner? Alors les liens, ils sont pas si évidents que ça à faire en fait. On essaye de les faire et on a effectivement publié quelques papiers où on a pu montrer que les personnes, ça dépend un peu de comment on les évalue, comment on évalue cette fatigue neuromusculaire. Je ne sais pas si je vais rentrer trop dans les détails techniques parce que c'est pas forcément très passionnant, mais on peut la mesurer de manière très diverse en fait. Et quand on le fait de manière un peu plus écologique, on a l'habitude de dire dans notre métier, c'est-à-dire en fatiguant les gens avec des activités qui pourraient ressembler de près ou de loin à la vie quotidienne. Alors on a pu montrer chez des personnes qui qui avaient terminé depuis quelques mois un traitement pour le cancer, mais qui étaient encore fatigués, versus d'autres personnes qui avaient terminé leur traitement, mais qui n'étaient plus fatiguées. Et même chose avec des personnes qui souffrent de sclérose en plaques fatiguées versus non fatiguées ou moins fatiguées. On avait pu montrer effectivement que les personnes qui étaient les plus fatigables sur des exercices physiques étaient aussi celles qui se disaient le plus fatiguées. Mais c'est pas si évident que ça, en fait. On a l'impression qu'on parle de fatigue, donc on se dit, bah oui, ils sont fatigués, donc ils sont fatigables. En fait, c'est pas si simple que ça et ça marche pas à tous les coups. Typiquement, lorsque l'on est jeune, on a pu montrer que les personnes jeunes se disent plus fatiguées aussi que les plus âgés. Sauf pour les très âgés, auquel cas, de nouveau, les très âgés se sentent fatigués. Mais par exemple, quelqu'un qui aurait 60 ans, se dit en moyenne moins fatigué chez les Français, en tout cas, et les Françaises, sur une population représentative des Français, que des jeunes de 25-30 ans. Alors qu'au niveau qualité physique, évidemment, c'est les jeunes qui sont meilleurs que les plus anciens. Même chose au niveau de la différence entre les sexes. C'est-à-dire que les femmes se disent en moyenne plus fatiguées quand on les interroge avec des questionnaires que les hommes. Par contre, elles sont plus endurantes. Alors, elles ne sont pas plus performantes sur le plan physique, mais elles sont plus endurantes et plus résistantes à la fatigue physique. Parce qu'elles ont des muscles en particulier qui sont faits pour ça, qui sont résistants à la fatigue. Donc c'est pas aussi évident que ça, ce lien entre fatigabilité sur un exercice donné et puis fatigue perçue, comment on ressent ce sentiment de fatigue. Et voilà. Donc en tout cas, chez les patients, dans un certain nombre d'études, on a pu effectivement montrer des liens, mais ces liens ils sont faibles. Quand ils existent, ils sont faibles. Et quand on analyse les causes de la fatigue chronique, en fait, on comprend très bien pourquoi. C'est-à-dire qu'on peut être très fatigué pour des raisons diverses. Et alors, il se trouve que l'activité physique permet de répondre à typiquement, on a de l'inflammation. Donc, si on est un peu en surpoids ou parce qu'on est malade, on peut avoir de l'inflammation. On a des troubles du sommeil. On dort mal, donc on comprend bien que quand on dort mal, on est fatigué. Ça peut être effectivement parce qu'on est déconditionné sur le plan physique. Donc c'est dans ce cas-là, effectivement, on arrive à faire des liens entre la résistance à la fatigue pendant l'exercice et la fatigabilité. Mais en tout cas, il y a plusieurs causes possibles. Ça peut être des fois des gens qui se disent fatigués, puis en fait, quand on creuse un peu, elles sont pas fatiguées, elles sont plutôt déprimées. Et donc là, évidemment, quand on est déprimé et qu'on fait un exercice physique, il n'y a pas tellement de raisons qu'on trouve une fatigabilité qui soit détériorée, sauf si la dépression, elle dure depuis un certain nombre d'années ou de mois, et auquel cas, si on est déprimé, on va moins bouger, et puis on va rentrer dans ce cercle vicieux de la fatigue ou du coup de la dépression. Mais en tout cas, tout ça pour dire que tout n'est pas évidemment qu'une question de physique. Il y a plein de choses pour lesquelles, par exemple, si on a une anémie, là, une anémie, effectivement, si je fais un effort de type d'endurance et que je suis anémié, ma performance va être détériorée et je vais me sentir fatigué au quotidien. Par contre, si je mesure la fatigue sur un effort plus court, peut-être que ma fatigabilité, ma résistance à la fatigue et à l'exercice sera pas tant détériorée que ça. Pourtant, au quotidien, je vais me sentir très fatigué. Les gens qui sont anémiés ont des niveaux de fatigue perçus extrêmement élevés.
Voilà, donc c'est plus compliqué qu'il n'y paraît en fait. Oui, la fatigue est multifactorielle et le lien direct entre muscle et fatigue est pas si évident. Par contre, entre muscles et fatigue n'est pas si évident, ça vous avez raison. Par contre, toutes les causes que j'ai citées, que ce soit la dépression, même si c'est pas de la fatigue, les troubles, l'inflammation, les troubles du sommeil, le déconditionnement physique, etc. Toutes ces problématiques peuvent être plus ou moins, mais plutôt plus que moins, réglées, en tout cas améliorées, si ce n'est réglé complètement, quand on fait de l'activité physique. Et donc, l'idée ou l'objectif, et c'est là qu'on touche un peu parfois nos limites en tant que physiologiste, c'est d'arriver effectivement à mettre à l'activité physique ces gens-là. Et ça, c'est plus compliqué que de simplement leur dire, bon allez, il faut bouger. Alors, il faut les prendre en charge, il faut essayer de comprendre pourquoi c'est difficile pour eux de bouger. Donc, c'est vrai que là, une approche un petit peu plus globale avec des gens dont c'est le métier, et on essaye de travailler avec ces gens-là qui travaillent sur ce qu'on appelle les freins à l'activité physique, est aussi quelque chose d'intéressant. Et puis on essaye de se décarcasser pour trouver des moyens pour faire bouger les gens. C'est ça notre métier aussi, au-delà de la fatigue. Hein. Donc, moi, je travaille énormément sur la fatigue. Mais typiquement, on a travaillé sur un projet maintenant depuis 5, 6, 7 ans qui s'appelle le projet EvaLife, où on travaille sur une station d'évaluation des qualités physiques qui permet de diagnostiquer un petit peu les causes, enfin les forces et les faiblesses des gens. Un algorithme qui permet de proposer un programme d'entraînement qui est, comment dirais-je, individualisé par rapport aux tests qui ont été faits sur la station, qui est une station autonome. Donc, il n'y a même plus besoin de quelqu'un pour tester les gens. Et puis derrière, voilà, on propose un programme d'entraînement pour de l'entraînement à domicile. Donc, c'est pas avec ça qu'on va résoudre tous les problèmes du monde, mais on se dit que, voilà, une brique supplémentaire, un atout supplémentaire pour essayer de faire en sorte que les gens bougent. Donc, on n'est pas encore au bout de nos peines, hein. On avance petit à petit sur ce projet. Quand on a des financements, ça avance un peu. Quand on a moins de financements, ça avance un peu moins vite. Mais voilà, donc on a cet outil qu'on va essayer d'appliquer. Je viens d'apprendre il y a quelques minutes à peine, et c'est pour ça que j'étais en retard, qu'une des doctorantes que j'avais envoyées pour avoir une bourse de thèse sur ce sujet-là vient de l'avoir. Donc on va pouvoir espérer avoir des avancées significatives dans les 3 prochaines années. Donc ça, c'est chouette. Et voilà, et donc on essaye d'intégrer aussi les autres composantes de la santé. On essaye d'intégrer justement cette notion de plaisir que prennent les gens à faire de l'activité physique. Voilà. On a beau être physiologiste, à un moment donné, on se rend bien compte que c'est une limite, et c'était la même idée avec le modèle de la chasse d'eau, le fresh model dans l'ultra-endurance. Donc je change de sujet, où je me suis vite rendu compte que la fatigue neuromusculaire, évidemment, ça pouvait pas tout expliquer, et qu'il fallait intégrer la notion de perception de l'effort, de douleur, etc. Et que c'était ça le facteur déterminant in fine. Donc voilà, on essaye de sortir un peu de nos milieux, de nos spécialités, pour essayer de comprendre, et ça c'est valable pour le coureur à pied, comme pour le patient ou la personne âgée. C'est clair, remettre des gens à l'effort, c'est pas le métier le plus simple. C'était justement le métier dans lequel je me suis lancé en quittant l'armée. Moi, j'étais officier dans l'armée de terre, j'ai quitté l'armée il y a 2 ans maintenant. Et en fait, en parallèle de l'armée, je me suis formé au coaching sportif. J'ai commencé le coaching sportif. Et aujourd'hui, je ne coach plus directement. En fait, j'ai fondé Elite Longévité. On accompagne des personnes dans leur amélioration de santé, de longévité. Et remettre quelqu'un à l'effort quand ça fait des années que la personne a laissé tomber le sport, c'est difficile. C'est difficile, mais il faut vraiment aller chercher du plaisir, et surtout, il faut travailler sur le mental. Moi, je me suis rendu compte que quand on passait que par le sport, ça marchait très peu. Ça allait pas durer. Et en fait, aujourd'hui, on a des préparateurs mentaux dans l'équipe. On va travailler sur l'objectif, où est-ce qu'on doit aller, pourquoi est-ce qu'on y va, mettre beaucoup de sens et travailler petit à petit sur la mise en place d'habitudes et faciliter à fond la reprise du sport. Et nous, ce qui a super bien fonctionné, c'est qu'aujourd'hui, on fait 3 séances de 21 minutes par semaine, pas plus, et on fait du circuit training. Comme ça, on permet à la personne de se réentraîner facilement, et on travaille à la fois le côté renforcement musculaire et à la fois le côté cardio avec de l'intervalle training. Alors, il manquerait, dans une optique de longévité pure, un petit peu plus de travail d'endurance fondamentale, on est d'accord, mais c'est le minimum pour aider ces personnes-là. Alors, je peux pas m'empêcher évidemment de parler d'un autre projet qu'on a mis en place pour. J'allais y venir. C'est 0 tout 100. Voilà, qui fait vraiment écho à ce que vous venez de dire, mais c'est exactement ça en fait. Tout ça pour dire que je partage ce que vous venez de dire, c'est donner du sens. Donc là, on a essayé de donner du sens à travers un objectif qui est d'accomplir quelque chose qui paraît irréalisable, de courir 100 km quand on est sédentaire. Donc voilà, ça fait un but, c'est une carotte. Et l'idée, c'est ça, c'est de dire, voilà, vous engagez. C'est pas juste pour dire,
vous allez être en meilleure santé parce qu'on sait que ça marche pas terrible. Mais vous avez cet objectif-là, on va vous accompagner, on va vous aider, vous serez en groupe, vous allez donner du sens aussi à travers l'existence de ce groupe et des liens que vous allez créer entre vous. Et le week-end dernier, on a regroupé les participants pour la première fois tous ensemble et on avait peut-être encore, enfin moi en tout cas, j'avais sous-estimé l'importance du groupe. Je comptais fort dessus, mais peut-être pas à ce point-là. Et maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va y arriver et puis que c'est une assurance tout risque, mais en tout cas, ça va être un atout positif, ça c'est certain. Et donc, c'est ça, donner du sens. Et après, avec l'idée de dire, oui, mais par contre, la question qu'on se pose, c'est maintenant, ils auront fait 18 mois d'entraînement, ils auront toujours, et ça on le sait, hein, que de tout à moi, même après, j'ai 57 ans et donc je disais que je faisais du sport depuis l'âge de 4 ans, donc ça fait quand même un certain nombre d'années, et malgré tout, c'est à la fois une habitude, mais à la fois, à chaque fois, je suis obligé de me botter un petit peu les fesses pour faire de l'activité physique. C'est vrai pour tout le monde, ça peut même s'expliquer par l'évolution, mais bon, bref, c'est un autre sujet, ça j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, et puis surtout, c'est pas moi qui en parle le mieux. Quoi qu'il en soit, est-ce que ça va suffire ces 18 mois pour que, même s'ils devront à chaque fois se botter les fesses, qu'ils aient pris des nouvelles habitudes de vie, hein, c'est aussi ce dont vous avez parlé, eh ben on l'espère. Donc c'est un peu le pari. Voilà, on a Eva Life, on a Zero to 100, et puis bien sûr, que ce soit moi ou mes collègues au labo, on a d'autres projets de réentraînement avec des méthodes diverses, des patients ou des personnes âgées. Et voilà, donc c'est notre pain quotidien, j'ai envie de dire, avec plus ou moins de succès. Hein. C'est pas facile, effectivement. Donc là, Zero to 100, c'est un projet que vous avez lancé l'année dernière, qui a débuté en début d'année, qui a débuté en février. Et l'objectif, c'est d'emmener 40 personnes faire une course, un UTMB, donc pas l'UTMB officiel, mais un petit peu plus court, de 100 km. 100 km autour du Mont Blanc. C'est bien ça? C'est la CCC, ouais, exactement. C'est une des courses de l'UTMB. Ok. Et donc là, vous en êtes où? Vous avez vos 40 participants, vous avez commencé les entraînements? Oui, on a commencé les entraînements début mars, donc ça fait 3 mois maintenant qu'ils s'entraînent. Et donc, c'était des débutants partis de 0-0. Ouais, zéro depuis plusieurs années, hein, qui ont jamais fait de sport si ce n'est au lycée ou quelques-uns avaient fait un peu de course à pied, mais aucun en compétition et aucun à bon niveau. Voilà, le profil type, c'était quelqu'un qui a fait du sport au lycée qui s'était arrêté ou qui avait joué un peu au foot ou au basket jusqu'à ses 18 ans et puis qui avait arrêté. Et là, ils en ont pour les plus jeunes 26 et pour les plus anciens 50. Donc parfois ils se sont arrêtés pendant 20-25 ans. Et voilà, donc on les fait. Ouais, ça a été un peu sport au début pour les remettre à l'activité physique. Donc, ils ont commencé la première séance, c'était 10 minutes de marche quand même. Et puis 20, et puis après on a commencé à mettre grâce au soutien et à la collaboration des coachs d'une structure qui s'appelle École de Trail, du renfort musculaire, un petit peu de course à pied. Là, on leur a donné des bâtons ce week-end pour la première fois. Ils vont pouvoir faire du handicap walking, on fait du vélo. Donc on essaie évidemment de varier les plaisirs pour éviter qu'ils se blessent surtout. Ça, c'est ça le premier truc. Et pour l'instant, on a réussi, si ce n'est ce week-end, on a vu qu'il y avait une ou deux débuts de blessures, donc on va évidemment intervenir tout de suite. Mais ça va être ça le challenge, au-delà du fait que certains vont peut-être s'arrêter parce qu'ils se rendront compte que non, c'est trop dur ou c'est pas fait pour moi réellement. Et c'est vrai que c'est pas facile de se dire ils n'ont pas fait de sport pendant 20 ans et puis nous c'est pas gagné d'avance quoi. Et on verra si on y arrive ou pas. Si on y arrivera pour certains, j'en suis sûr. Maintenant, je sais pas si ça sera 20% ou 80% qui vont y arriver. Donc peut-être ce sera 50, ça sera au milieu, je sais pas. C'est un objectif. Ah, riche d'enseignement, quel que soit le pourcentage, parce que je crois on se donne vraiment tous les moyens. Donc bien sûr, on peut toujours se dire on peut faire mieux, mais là vraiment on met tous les moyens de notre côté. Si on n'y arrive pas, c'est que ça sera un résultat malgré tout. C'est un bel objectif, un objectif ambitieux. Et pour bien se rendre compte, moi je dis souvent que pour courir un marathon, quand on part de zéro, il faut compter 2 ans pour que le corps ait le temps de s'adapter, qu'on puisse bien progresser. Là, on est sur 100 km, il y a du dénivelé. Donc c'est un effort nettement supérieur, plus il y a l'altitude aussi. Donc ça va énormément jouer, ça rend l'effort très difficile. Donc là, cet objectif-là que vous avez lancé, effectivement, c'est super ambitieux. Et comment est-ce que vous avez prévu la chose? Pourquoi 18 mois? Comment est-ce que vous avez établi qu'en 18 mois, vous pourrez les préparer à ça et faire en sorte que le risque de blessure soit assez limité? Et aussi, est-ce que du côté nutrition, vous avez mis en place des adaptations pour limiter au maximum le risque de blessure? Par exemple, supplémentation en collagène, créatine, peut-être protocole de sommeil pour augmenter le sommeil de certains et faire en sorte qu'ils aient la meilleure récupération possible.
Ok, il y a beaucoup de choses dans la question. Donc, pourquoi 18 mois? Parce que, effectivement, j'aurais aimé, dans un monde idéal, dans le meilleur des mondes possibles, j'aurais aimé faire un suivi sur 3 ans et peut-être du coup préparer l'UTMB. Moi, je crois qu'en 3 ans, on peut quand même préparer l'UTMB. Je dis bien préparer dans les conditions d'une étude comme la nôtre. Et même chose pour les 100 km en 18 mois. Je fais le pari. Je sais pas que je pense, mais je fais le pari que c'est possible. C'est plus une intuition que basée sur des résultats, parce qu'évidemment personne l'a fait. Donc tant que personne l'a fait, on peut pas savoir si c'est possible ou pas. Moi, je fais le pari que c'est possible, mais en précisant bien, possible dans les conditions de l'étude, c'est-à-dire qu'ils ont chacun un coach. À chaque fois, à chaque semaine, on les interroge, on va mesurer ce qu'ils font. Il y a des mesures en laboratoire régulièrement. On va, comment dirais-je, dès qu'il y a la moindre petit signal d'alerte, on va faire intervenir un kiné. Enfin, ils sont vraiment soignés comme presque comme des athlètes de haut niveau, même s'ils n'ont pas de nutritionniste attitré. Voilà, on a quand même fait une enquête alimentaire avec Anthony Berthoud et Nathalie Boisseau pour essayer d'intervenir aussi pour ceux qui étaient les plus en difficulté de ce point de vue-là. On a mesuré aussi le sommeil, donc on va pouvoir aussi, bon pour l'instant il n'y a pas eu d'alerte importante de ce côté-là, mais en tout cas ils sont vraiment aux petits oignons et si on y arrive, c'est bien. Et c'est important de le préciser, vous avez raison, dans les conditions de l'étude. Ceci étant dit, je suis pas tellement sûr que préparer un marathon, ce soit plus facile que de préparer la CCC. Effectivement, il y a du dénivelé. Bon, l'altitude, pour moi, ça, c'est pas un sujet. Oui, ça aurait été mieux que ce soit au niveau de la mer. C'est une petite difficulté supplémentaire, mais aux altitudes où ils vont, et surtout, ils passent l'école et ils redescendent tout de suite. C'est pas quelque chose en tout cas, c'est pas quelque chose de favorisant, mais c'est pas si avec ça comme problème, ça irait, on va dire. Mais par contre, le fait que ce soit justement en montagne, sur des chemins, ça veut dire pas sur du bitume, donc un petit peu moins dur. Au niveau des traumatismes, c'est sans doute un peu mieux. On va marcher, on va courir, on va monter, on va aller sur du plat, on va descendre. Donc on change un peu les façons de se déplacer. On va pouvoir utiliser des bâtons. On va marcher beaucoup. Mine de rien, et donc c'est pas aussi simple que de dire bah oui c'est 100 km et donc c'est 2 fois et demi plus dur que le marathon. Ils vont aller beaucoup plus doucement que sur un marathon, et donc ouais, je serais moins confiant de préparer un marathon en 18 mois. En tout cas pas plus quoi. Je me dirais pas bah marathon c'est gagné, 100 km oulala c'est dur. Oui, il y a c'est peut-être un petit peu plus dur sur le 100 km, mais pas 2 fois et demi de plus, ça c'est certain. Voilà, ça c'est un autre point. Et puis, ouais, non, après, on va les suivre. Donc, je remets pas en cause le fait que dans la vraie vie, on peut pas le faire chez soi en 18 mois. Déjà, je suis pas du tout sûr on va y arriver en 18 mois. Mais si on y arrive, encore une fois, ça voudra peut-être dire, je dis bien peut-être, que si on le fait dans les conditions de l'étude en 18 mois, alors peut-être qu'en 3 ans, on peut arriver à faire la CCC de son côté, et encore, sans faire n'importe quoi. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On parlait d'activité physique adaptée, ben là, ça va être un entraînement adapté. Si on part réellement de zéro ou proche de zéro, eh bien, il va falloir aussi faire ce qu'on fait avec les coachs école de trail, c'est-à-dire des exercices préventifs, des blessures, du renforcement de la carrosserie avant de travailler sur le moteur, etc. Donc, on fait pas n'importe quoi. Même si on n'est pas un patient ou une personne âgée, si on est un sédentaire, on est aussi d'une certaine façon fragile, voire très fragile. Et donc, 3 ans, oui, c'est mieux que 18 mois, on est d'accord, mais ça ne veut pas dire que c'est gagné en 3 ans si on fait n'importe quoi. Si on se donne 3 ans, mais qu'au bout de 6 mois, on est blessé bah, finalement, on n'est pas plus avancé, quoi. Et comment vous faites pour avoir des places pour l'UTMB? Parce que moi, j'en veux bien une. Alors ça, c'est les grandes questions, les grandes critiques sur les réseaux sociaux, et j'en profite pour dire que c'est pas la peine de mettre des messages comme ça parce que je m'en tape. Tout simplement parce que l'UTMB, ils comprennent bien. À la fois, ils comprennent l'intérêt qui est le leur, et surtout, je pense que on peut critiquer l'UTMB autant qu'on veut. Évidemment, chacun est libre, mais on peut pas leur enlever d'avoir quand même une vraie, comment je peux dire ça. Ils ont développé leur sport d'une manière incroyable, et ils sont soucieux un petit peu de ce que devient ce sport, de ce que devient l'ultra trail. Et donc depuis moi, c'est la 4e fois que je vais travailler avec eux, et même plus si je considère d'autres études un petit peu plus petites. Mais en tout cas, sur les grosses études, ça sera la 4e fois que je les ai sollicités. À chaque fois, ils ont répondu présent. Ils m'ont facilité la tâche pour aller étudier
l'endurance, l'ultra-endurance, le trail, etc. Et donc, tous les organisateurs font pas ça. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que s'ils donnent des dossards, qui réservent des dossards et effectivement, quitte à faire jaser des gens qui disent ouais, mais alors on va donner ça à des sédentaires et nous alors, vous n'êtes pas dans une étude. Je suis désolé. Donc vous, le fait que vous couriez ou vous couriez pas, ça va pas changer les choses. Et sans être prétentieux du tout, le fait de participer à une étude, d'ailleurs qu'elle fonctionne ou qu'elle fonctionne pas, ça va faire un peu réfléchir et ça va faire avancer les choses. Donc évidemment, je suis à 100%, bien sûr j'en bénéficie, donc j'aurais du mal à pas être d'accord, mais je trouve que ça a du sens quand même qui réserve des dossards pour une étude, quitte à prendre effectivement sur un pool de coureurs lambda. Donc oui, gueuler sur les réseaux sociaux autant que vous voulez, ça changera rien au fait que l'UTMB, ils sont dans une démarche d'amélioration des connaissances en lien avec le sport qu'ils ont très largement contribué à populariser. Ce qu'il faut aussi se dire, c'est que mener une étude, c'est difficile, c'est de l'argent, c'est du temps, c'est souvent l'œuvre d'une vie de certaines personnes. Donc Guillaume, pour vous, c'est une de vos œuvres aujourd'hui. Et quand il y a des organisations privées qui ont aucune obligation de faire ça, qui peuvent faciliter le travail, c'est génial. Et moi, je trouve ça vraiment top. Mais effectivement, Ils nous offrent, j'ai appris même qu'ils nous offraient les dossards. C'est-à-dire que non seulement ils disent pas, allez, on vous réserve des dossards, évidemment, c'est la première chose que j'ai demandé. Hein. Je suis allé voir à l'époque Michel Poletti, hein, que je connais par ailleurs, mais enfin, il n'a pas du tout fait ça parce qu'on se connaît. Si vraiment ça l'avait pas intéressé ou si l'UTMB avait pas été intéressé, il m'aurait dit, c'est sympa Guillaume, mais non. Il y a quand même des pressions, on vient d'en parler. Hein, donc, s'ils le font, c'est qu'il y a une bonne raison. Ils sont pas bêtes. Et du coup, je sais plus pourquoi je disais ça. Oui, ouais, je veux pas me répéter, mais pour moi, ça a vraiment du sens qui se lance là-dedans. Et oui, c'est privé, donc ils font ce qu'ils veulent, mais je pense que c'est quand même tout à leur honneur. On peut quand même pas leur reprocher d'aider la science. Enfin, je veux dire, ce serait le monde à l'envers. clairement, clairement. Et pour les non-connaisseurs, l'UTMB, on dit souvent qu'il faut compter 2-3 ans de tirage au sort pour avoir une place, que c'est pas simple d'en avoir. Donc c'est aussi pour ça qu'il peut y avoir des critiques qu'a subi malheureusement Guillaume Millet. Mais Ouais, l'objectif mais encore une fois, de c'est pas grave. relation, c'est Critique, les oui, haters sur les réseaux sociaux, il paraît que quand on a des haters, c'est bon signe, ça veut dire qu'on commence à être reconnu. Donc, je suis très content d'avoir des haters, du coup. Non, blague à clairement. part, bon, déjà, il n'y en a pas tant que ça. Hein, il y a quand même beaucoup de gens qui sont. Donc, il y a toujours des grincheux et des énervés et des frustrés. Bon, après, je serais prêt à parier que c'est souvent des gens qui sont pas des vrais quoi, entre guillemets, des gens qui veulent faire l'UTMB pour dire j'ai coché l'UTMB, donc ils sont tout énervés par rapport à ça parce qu'ils se mettent pas dans une perspective de long terme. Bon, on va pas passer le podcast là-dessus, mais c'est vraiment, franchement, c'est pas très grave. Et oui, il y a effectivement, c'est un sésame d'avoir son dossard l'UTMB et voilà. Après, si ça leur plaît pas, il y a plein d'autres belles courses que l'UTMB. C'est vrai que l'UTMB a un côté magique. Hein, je vais pas dire le contraire puisque j'ai eu tellement de plaisir à faire cette course 5 fois quand j'étais plus jeune que il faut bien reconnaître que malgré tout il y a un peu l'UTMB et le reste, mais il y a quand même aussi d'autres courses qui sont géniales dans des endroits fabuleux, y compris en France, et des ultras. Donc voilà. Il y en a pour tout le monde, hein, franchement. Même si ça devient dur d'avoir des dossards, c'est vrai. Il faut. Après, les gens qui sont pas contents, ils peuvent aussi se cracher dans les pognes et puis organiser des trails. Hein, c'est possible pour tout le monde. Hein. Clairement. Bon, c'est pas facile d'organiser une course, faut le dire. Moi, je l'ai fait, moi j'en ai fait une pendant 10 ans, donc je Ah. sais de quoi je parle. Maintenant, pour rebasculer sur la partie plus longévité, c'est quoi les meilleures recommandations à avoir en tête quand on veut se remettre au sport et qu'on a plus de 50 ans? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi les dangers? Comment réussir à sortir de la sédentarité? La première chose déjà, si réellement on a été sédentaire comme certains de nos participants, c'est de faire un check-up médical pour être sûr qu'on peut reprendre en toute sécurité, et évidemment notamment sur le plan cardiaque, mais même sur le plan ostéo-articulaire, si on n'a pas eu de blessures qui sont pas du tout en lien avec le sport, et puis voilà, si notre cœur et nos artères sont en état de fonctionner. Dans tous les cas, il sera possible de se remettre à l'activité physique, mais peut-être de manière encore plus adaptée avec justement un coach, un référent APA qui pourra nous aider si on diagnostique quelque chose. Si c'est pas le cas et qu'on a fait ce check-up et qu'on a le feu vert des médecins, et s'il y a un doute, le médecin enverra sûrement vers un cardiologue. Là on peut effectivement s'y remettre, et le maître mot ça va pas être très original, hein, c'est la progressivité, et notamment c'est ce qu'on vient de dire un peu tout à l'heure, et c'est ce qu'on fait aussi pour
nos participants de 0 tout 100, c'est de faire attention aux impacts, aux contraintes mécaniques qu'on va mettre sur le squelette, sur les tendons, sur les articulations, etc. C'est là où on peut vraiment se blesser sur le long terme. Donc on va reprendre plutôt par des activités douces, on va reprendre par de la marche. Il faut pas se dire, bah ouais, mais moi quand j'avais 20 ans, je courais le 10 km en 45 minutes. Donc bon, maintenant j'ai un peu vieilli, bah ça fait rien, je vais courir en 46 minutes. Non, ça c'est sûr que c'est la première, et pas évidemment commencer en disant je vais me mettre à courir 1 heure ou 3/4 d'heure ou même une demi-heure. Non, au début il faut marcher, puis faire un peu ce qu'on fait avec École de Trail, c'est-à-dire je vais faire de la marche, puis je vais courir 1 minute, puis je vais courir 2 fois 1 minute, puis 3 fois 1 minute, et y aller vraiment progressivement. Il faut se mettre dans une perspective de long terme. Il faut pas se dire, bah oui, je vais retrouver mes 20 ans en 6 mois. Et dans 6 mois, je refais le même temps que quand j'avais 20 ans. Non, ça peut pas fonctionner. Ne pas oublier de croiser les activités, c'est-à-dire faire des sports autre que de la marche et de la course. Utiliser des bâtons, moi je trouve que c'est une super idée de faire de la marche nordique. C'est une activité que je trouve géniale, surtout si on le fait avec du dénivelé, en fonction d'où on habite, mais ça peut être bien d'aller faire des montées et des descentes. Si on n'a pas de montée et de descente, peut-être au bout de quelques mois, mettre un sac à dos, un peu de poids, des bouteilles d'eau dans le sac par exemple, voilà. Mais ça, encore une fois, progressivement, hein. Au début, évidemment, il faut pas faire ça. Et puis faire du vélo, de la natation si on peut. C'est pour ça qu'il est important et on insiste énormément dans nos conférences, et puis donc évidemment je suis pas le seul, sur ce qu'on appelle maintenant la littératie physique, c'est-à-dire avoir un répertoire moteur le plus large possible pour être capable de faire plein de choses différentes. Donc quelqu'un qui aurait fait que du foot par exemple dans sa vie, le jour où il arrête le foot, c'est un peu compliqué. Il pourra courir, parce que ça tout le monde sait courir, il pourra marcher, mais c'est peut-être même quelqu'un qui sera pas super à l'aise en vélo, donc tout le monde sait faire du vélo, mais il y a des gens qui sont plus ou moins à l'aise et du coup qui aiment pas faire du vélo parce qu'ils se sentent pas en sécurité. Alors que si on a fait du vélo tout gamin et qu'on a fait du VTT, du bicross, etc., et qu'on est à l'aise en vélo, oui, on a beau arrêter 20 ans, comme on dit, le vélo ça s'oublie pas, mais encore faut-il avoir pratiqué le vélo. Même chose sur le roller, même chose sur la natation, même chose sur le ski quand on habite, et même si on n'est pas dans des pays de montagne, on peut aller au ski si on a la chance d'avoir des parents qui nous ont appris à faire du ski. Bon, je parle surtout du vrai ski, hein, c'est-à-dire du ski de fond plus que du ski alpin. Non, je plaisante, c'est une de mes blagues favorites parce que je suis un skieur de fond et j'ai tellement à la fois de passion pour ce sport et je trouve tellement que c'est un sport génial à plein d'égards que je parle souvent du ski de fond, même si je sais qu'il y a assez peu de gens finalement qui font du ski de fond, mais moi je trouve que ça devrait être remboursé par la sécurité sociale tellement c'est bon pour la santé. Nous sommes à mi-chemin de cet épisode de Corps et Conscience et j'espère qu'il te plaît, que tu as mis un j'aime et 5 étoiles. Si tu écoutes Corps et Conscience, c'est que tu prends ta santé au sérieux. Et aujourd'hui, ce podcast est permis grâce à Elite Longévité. Elite Longévité, c'est mon entreprise d'accompagnement en santé et longévité. Alors j'aimerais te poser une question directe. Est-ce que ton corps suit vraiment le rythme de ta vie et est-ce que dans 10 ans, tu auras le corps que tu souhaites? Est-ce que dans 20 ans, tu pourras faire tout ce que tu souhaites et profiter de la vie telle que tu l'entends? J'ai essayé pas mal de programmes avant et là rien à voir. J'ai perdu en quelques mois 12 kilos sans jamais avoir l'impression de me priver. Si j'ai construit Elite Longévité avec mes équipes, c'est justement pour ça, pour mettre en place des protocoles biologiques et scientifiques. Le programme de Benjamin m'a aidé surtout à comprendre comment bien articuler les exercices entre eux afin d'être beaucoup plus optimal et beaucoup plus performant. Sans faire des heures de sport, simplement 3 séances de 20 minutes par semaine, une nutrition adaptée, un audit biologique précis avec plus de 110 biomarqueurs qui sont analysés. Je suis très satisfait des résultats parce que je comptabilise à l'heure actuelle environ moins 8 kg sur la balance. Alors si tu veux savoir où tu en es réellement et passer à l'action, je te donne rendez-vous dans la description. Tu pourras découvrir notre protocole offert en cliquant directement sur le lien. Et sinon, tu peux également m'envoyer un message directement sur mes réseaux si tu souhaites passer à l'action et aller plus loin. Reprenons maintenant notre épisode du podcast Corps et Conscience. Et voilà, et j'en passe, et des meilleurs, et des sports de raquettes, et des sports collectifs, etc. Donc, c'est pour ça que de donner la chance à des enfants de faire plein d'activités différentes pendant leur enfance et leur adolescence, c'est une richesse incroyable. Et les gens qui ont des parents et un environnement au sens large, que l'école avec des profs de PS qui parfois peuvent être aussi vraiment géniaux, pas toujours, mais souvent quand même, il y a quand même la majorité des profs de PS sont quand même assez compétents et assez cool, ça fait des adultes actifs plus tard. Et inversement, si on est dans le canapé et qu'on est obèse en étant enfant, il y a des chances que ça se termine mal pour
pour nous. Donc, c'est une part de la loterie, de la chance d'avoir des parents comme ça. Mais si c'est pas le cas, si vous n'avez pas eu cette chance-là, il faut pas se dire, bah ouais, c'est foutu. Certes, c'est plus difficile, faut pas se le cacher, mais c'est pas foutu. On peut progresser à tout âge et on peut y aller, on peut faire du sport à tous les âges. Et quand je dis tous les âges, c'est tous les âges, y compris quelqu'un qui aurait jamais fait de sport et qui voudrait s'y remettre à 70 ans ou 75 ans, c'est tout à fait possible. Maintenant, de manière encore plus progressive et avec des activités encore plus adaptées. Donc voilà, et puis après, il y a des âges dans la vie où on va privilégier certaines activités. Donc ça, c'est encore autre chose. Là, on parlait, la question, c'était sur 50 ans. Donc ça, 50 ans, surtout si on n'a pas couru de sa vie, on peut tout à fait courir et préparer un marathon. Pourquoi pas à terme, si c'est ou un trail ou même un ultra trail. Hein. Bon, si on commence à 70 ans, ça commence à être un peu plus compliqué. Mais par contre, on peut faire du vélo, on peut faire plein de choses différentes. On peut faire de la gym volontaire, on peut faire du nordic walking, comme je disais. Donc, c'est pas les activités qui manquent, elles sont juste adaptées aux différents âges de la vie. Hmm. Vous avez abordé plusieurs points intéressants, notamment un, c'est sur la capacité du corps à apprendre des activités. Et effectivement, plus on fait d'activités différentes, plus on est à l'aise sur de multiples activités. J'ai Et eu la voir chance maintenant de se blesser aussi. Si on a un répertoire moteur important, on est plus à l'aise dans plein de sports différents et on a moins de chances de se blesser en faisant des fautes techniques, quoi. On est plus équilibré, on est plus souple, on est plus fort, voilà, on a plein de. Clairement, ça joue énormément. Et j'ai eu la chance dans l'armée de faire du parcours d'obstacles, des parcours d'audace, ce genre de choses qu'on fait moins dans la vie de tous les jours. Et ça aide en fait derrière sur plein de choses. Mais surtout, dans l'enfance, ça joue énormément selon ce qu'on fait, les sports qu'on va pouvoir faire. Et pour tous les parents qui nous écoutent, c'est important de mettre vos enfants au sport. Dans les pays nordiques, ils ont une vision un petit peu différente du sport en France. En France, c'est plutôt on met un enfant à un sport et il va faire ce sport-là pendant 5-10 ans. Dans les pays nordiques, il y a beaucoup de changements et on voit qu'au niveau performance, même dans le sport de compétition, quand l'enfant de 4 à 12, 13 ans va enchaîner plein de sports, en fait, il progresse peut-être même plus parfois que si on le met qu'à un même sport. Et jusqu'à 12, 13 ans, en fait, on peut vraiment varier de sport si on veut faire de la compétition après. Moi, je suis resté plus natation, water polo sur mes premières années avant de basculer sur les sports de combat, mais le fait d'avoir testé différents sports m'a quand même pas mal aidé derrière dans ma pratique sportive. Donc, c'est vrai Donc, c'est important de changer. Ouais, c'est vrai que j'ai pas précisé que le fait de faire énormément de sports différents à l'enfance, vous avez raison de le préciser, c'est non seulement c'est pas un frein pour être performant plus tard dans un sport, si c'est notre objectif d'être athlète de bon niveau, voire de haut niveau, mais c'est même effectivement un avantage. Donc c'est double effet qui se coule. Carrément. On dit souvent que le sport, quand on est vieux, il faut faire très attention, que ça peut vite être dangereux. Donc à partir de 70-80 ans. Et à côté de ça, moi j'ai vu des personnes donc dans les zones bleues, par exemple, quand on regarde en Grèce, Chypre, j'ai plus j'ai un petit trou de mémoire sur la ville, Nicara, donc une des 5 zones bleues du monde. Quand on regarde là-bas, on voit des personnes qui font de l'équitation, des personnes qui continuent de faire du sport et qui sont en super santé. Et on peut voir parfois, on voit des reportages sur des personnes de 90, 95 ans qui font du vélo, qui font de la course à pied. Alors, est-ce que c'est vraiment dangereux de faire du sport quand on a cet âge-là, quand on a plus de 80 ans? Et qu'est-ce qui fait potentiellement que ça pourrait être dangereux? Dangereux, moi je pense qu'on a un cerveau qui nous dit quand c'est vraiment dangereux. Donc quand on commence à avoir mal, ce qui serait dangereux, c'est effectivement de ne pas tenir compte de ces signaux et puis d'insister. Mais on a effectivement des gens qui courent, y compris des marathons à 100 ans. Apparemment, il y a un Indien là, qui a fait un marathon à 100 ans. Bon, c'est quand même pas la majorité, hein, on va pas se mentir. Donc oui, la course à pied quand même, à passer un certain âge, on va dire à 70 ans, 75 ans, ça commence à devenir plus compliqué. Maintenant, il y a des seniors qui ont passé cet âge-là et puis qui courent encore et qui courent même très bien. Et il y a à tel point que vous prenez quelqu'un comme Michel Poletti, dont je parlais tout à l'heure, je ne sais plus exactement quel âge il a, mais il commence à avoir un certain âge. Michel, que je salue, s'il m'écoute, j'en doute, mais on ne sait jamais. Bah oui, lui, si on lui dit qu'il peut plus courir, il va un peu nous rire au nez, et il aura raison. Donc après, le jour où il pourra réellement plus courir, bah, je pense qu'il va continuer à marcher avec les bâtons en montagne, et peut-être faire du VTT, et puis si c'est pas du VTT, plus tard, c'est pour du VTT électrique. Donc on peut toujours trouver une activité sportive. Mais c'est sûr qu'on va pas se mettre à jouer au foot à 75 ans, enfin au vrai foot. Maintenant, il y a des activités qui sont adaptées, ça s'appelle le foot en marchant. Et on peut tout à fait continuer à jouer au foot avec ces nouvelles règles qui s'appellent le foot en marchant et puis se faire plaisir d'une manière un peu différente. Donc on peut toujours trouver des activités qui sont plus adaptées à son âge, y compris à un âge avancé.
Et après, quand on commence à passer 80-85 ans, oui, bah, ça va être essentiellement quand même de la marche nordique, vélo électrique si on se sent bien, ou vélo d'appartement, vélo elliptique, etc. Et puis du renfort, quand on commence à passer un certain âge, le renforcement musculaire, même si c'est souvent un peu moins fun, on va pas se mentir, c'est quand même important. Donc là, il est bien de veiller à essayer d'en faire quand même régulièrement. On dit les recommandations, c'est au moins 2 fois par semaine, voire 3, avec, alors on va pas le faire de l'excentrique et soulever des charges très lourdes, mais avec des élastiques ou même poids de corps ou des poids très légers. Et puis souplesse également, faire des étirements, faire du yoga, de la mobilité, ça c'est quand même quelque chose qui est bien. Maintenant, il faut avoir un prix, bah, là aussi ça s'apprend, hein, ça se fait pas tout seul. Maintenant, il y a quand même pas mal de choses sur Internet, mais il faut aussi savoir trier ce qui est bien de ce qui est moins bien, donc c'est pas toujours évident. Mais voilà, donc encore une fois, il y a une activité, et il faut arrêter d'ailleurs de parler de sport, hein. C'est vraiment une activité physique à chaque âge de la vie. Et si on peut faire du sport, bah, il faut surtout pas se priver parce que souvent c'est associé avec une certaine intensité. Et on sait que l'intensité est quand même important, y compris d'ailleurs, c'est pas que sur le physique, hein, c'est aussi sur le cognitif, puisqu'on n'a pas parlé des bénéfices de l'activité physique et du sport sur la fonction cognitive, et de pouvoir faire des travaux maintenant qui montrent que si on marche, bah, c'est très bien, mais si on est capable de faire, je parle des personnes âgées, 1 fois ou 2 par semaine, une intensité un petit peu plus élevée, bah, ça associe à des bénéfices encore plus grands sur le cerveau. Ouais, clairement, on parle là depuis 2 ans à fond du BDNF en disant c'est miraculeux, en fait du sport, ça augmente la sécrétion du BDNF. Bon, il y a plein de choses sur lesquelles ça joue. Maintenant, moi, ce que je vois souvent, malheureusement, c'est des personnes de 70, 80, 90 ans qui font des sports trop doux sur lesquels il n'y a pas assez de résistance en se disant que ça va être bon pour leur corps, notamment avec l'aquagym. L'aquagym, c'est bien d'un point de vue social, c'est bien pour bouger d'un point de vue mobilité, mais d'un point de vue musculaire, il n'y a pas assez de résistance. Et le problème, c'est que ça ne permet pas de lutter contre la sarcopénie, donc la fonte musculaire. Et ces personnes-là continuent en fait de perdre du muscle année après année en ayant l'impression qu'elles font des efforts suffisants. Donc vous avez parlé des élastiques de poids légers. Là, on aura plus de résistance et là, ça pourrait être plus intéressant pour pouvoir garder sa masse musculaire. Ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter l'aquagym, mais c'est pas suffisant. Je suis assez d'accord avec vous, effectivement. Maintenant, si on a le choix entre rien faire du tout et faire que de l'aquagym, bah, il faut faire l'aquagym parce que c'est quand même bon d'un point de vue cardiovasculaire, donc ça c'est bien. Mais effectivement, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de résistance ou peu de résistance. Et alors après, je suis pas un spécialiste d'aquagym, peut-être qu'il y a des types d'aquagym avec des résistances, des planches, des choses comme ça. Avec une eau plus dense, on met un produit dedans et non, je ne sais pas, pour le Pilates, je sais qu'il y a Dans du différents mercure, Pilates. Dans le mercure, pas trop. Maintenant, pour revenir sur la course, parce que c'est quand même le sport que vous avez le plus étudié, comment est-ce qu'on fait pour durer dans la course après 60 ans, 70 ans? Comment est-ce qu'on fait pour continuer de s'entraîner? Et c'est quoi, d'un point de vue personnel aussi, vos projections sur la suite, sur le futur, pour vos entraînements? Alors, je passe 70 ans encore, hein, on va se détendre. J'en ai 57, je l'ai dit. Et puis surtout, évidemment, chacun est différent. Donc, bon, moi, je peux effectivement vous parler un peu de mon exemple personnel, mais dans la littérature, je n'ai même pas tellement de références scientifiques en tête, mais en tout cas, ce qu'on peut quand même dire malgré tout, c'est que oui, je pense qu'on peut courir, encore une fois, peut-être pas un marathon à 100 ans, même si c'est à 100 ans, même si c'est possible, puisque ça a été fait, ou 95 ans, mais en tout cas, courir jusqu'à un âge avancé, à condition de le faire régulièrement, et pour maintenir un petit peu le corps comment dirais-je, à résister aux impacts, à être plus solide, plus résistant à ces impacts répétés, même si on court doucement, ben, malgré tout, on va être au minimum, peut-être à 2 fois son poids de corps à chaque appui. Et par contre, on n'est pas obligé de courir tous les jours. On peut courir, se laisser le temps de la récupération, justement. Quand on est plus âgé, on récupère plus doucement. Donc, on peut courir tous les jours, et puis tous les 2 jours, par exemple, ou tous les 3 jours, et puis mettre une autre activité entre-temps, comme pourquoi pas de l'aquagym, pourquoi pas du vélo, de la muscu, etc. Et puis, alors, quand on est plus jeune, où là, il y a moins ce genre de problème, c'est bien aussi de faire des pauses quand même, malgré tout.
Pour les personnes âgées, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'arrêter très longtemps. Pour les plus jeunes, typiquement les sportifs qui s'entraînent beaucoup, et là alors on parle pas tout à fait de la même chose, mais quand même, les gens comme Kylian Jornet par exemple, qui est quelqu'un qui fait énormément d'heures d'entraînement et énormément de courses à pied. S'il a pu durer toutes ces années, et puis il n'est pas encore en fin de carrière, Kylian, je serais pas surpris qu'il embête encore les petits jeunes pendant de nombreuses années. Il a fait du ski de rando, lui, pendant de nombreuses années. Il faisait, et encore maintenant, énormément de ski pendant l'hiver, et donc il se préservait. Alors, il y avait quand même des contraintes. C'était pas non plus, il faisait pas de la natation pendant 6 mois de l'année, mais il n'y avait pas d'impact, et donc il y avait aussi une espèce de récupération ostéo-articulaire et tendineuse, et je pense que c'est ça il a permis de durer. Même chose pour François Den, même chose pour plein d'athlètes. Donc faire quand même des sports portés, et puis notamment faire des coupures avec la course à pied à des périodes de l'année, je pense que c'est une bonne idée. Par contre, quand on vieillit, c'est presque un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut difficilement s'arrêter complètement de courir, parce que derrière, je pense que c'est difficile de s'y remettre. C'est pas impossible, hein, donc ça veut dire que quand on s'y remet, si on arrête, par exemple, on est blessé, bon, rien n'est jamais définitif, mais il faudra encore prendre encore plus son temps pour remonter progressivement dans les contraintes mécaniques. Très clair. Merci beaucoup pour toutes ces réponses, Guillaume. On arrive sur la fin de ce podcast. J'aimerais que vous nous partagiez le conseil le plus important. Donc, on a parlé de la progressivité, peut-être que ce sera celui-là. Que vous réfléchissiez au conseil le plus important que vous aimeriez que nos auditeurs et nos spectateurs retiennent de ce podcast. Pour tous ceux qui nous regardent et nous écoutent, en attendant que Guillaume réfléchisse à ce conseil, je vous invite à nous mettre 5 étoiles si vous nous écoutez sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast, à vous abonner au podcast, à le partager. Vous retrouverez toutes les informations sur Guillaume directement en description. Et si vous nous regardez, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un commentaire et à partager le podcast autour de vous. Ça nous aide énormément. Guillaume ? Je dirais que j'en ai plusieurs, mais si je devais en choisir un, ce serait faites ce qui vous plaît déjà, et si vous avez la chance que ce qui vous plaît et que vous êtes dans les conditions matérielles pour pouvoir le faire, parce qu'évidemment quand on habite en centre-ville c'est plus facile, c'est pas impossible, mais c'est plus difficile, pardon. C'est si possible faire du sport et de l'activité physique outdoor, en pleine nature. Et là, on bénéficie à la fois des effets bénéfiques de l'activité physique et des effets bénéfiques de la nature. Donc, c'est pour ça que le trail running, c'est quand même une super activité. Et puis, je parlais du ski de fond tout à l'heure. Donc voilà, moi, c'est ça qui me rend heureux, c'est d'aller skier de bon matin sur des pistes damées au soleil dans le Jura. Et voilà, quand on a la chance de faire ça, là, pour le coup, ça devient pas trop difficile de faire du sport. Donc ouais, non, les sports outdoor, c'est quand même génial. Maintenant, si ça vous fait pas envie plus que ça, et si votre truc c'est de courir sur un tapis roulant dans une salle de sport avec des néons blafards, ben j'ai envie de dire tant pis pour vous. Non, c'est pas grave, c'est pas aussi bien de mon point de vue, qui est pas tout à fait objectif, mais surtout ce qui compte c'est de bouger. Si c'est ça qui vous fait plaisir, eh ben allez-y. Bougez et essayez de trouver un maximum de plaisir dans ce que vous faites. C'était le podcast Corps et Conscience. Abonnez-vous. On se retrouve la semaine prochaine. Force!